Vous suivez Entre deux News, votre rendez-vous d'analyse et de décryptage de l'actualité nationale et internationale du lundi au jeudi à partir de 20h15. Nous sommes dans la seconde partie de cette émission. Nous avons été rejoints par Pulchéri Balé. Bonsoir à vous. Bonsoir. Ce soir, vous êtes sur ce plateau en qualité de présidente d'Alternative Citoyenne Ivoirienne, une organisation de la société civile. D'accord. Parce que les débats, c'est autour de la question de l'homosexualité en Côte d'Ivoire. Les conseillers économiques, sociaux, environnementaux et culturels et les organisations de la société civile ont-ils démissionné face à la question? Pulchéri Balé, première question tout d'abord. Quelle analyse faites-vous de la situation en Côte d'Ivoire? Bon, la situation en Côte d'Ivoire, je ne la maîtrise pas parce que je n'ai pas les chiffres, mais il est important de relever que c'est une pratique qui n'est pas normale. En tout cas, elle n'est pas naturelle. C'est l'occasion aussi de relever, d'essayer de situer quand même les responsabilités. Par rapport aux parents, il y a un problème de protection des enfants. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui subissent des abus pendant leur enfance et puis cela se répercute après dans leur vie d'adulte. Il y a aussi la responsabilité de l'État. On sait très bien qu'il y a des États où les homosexuels ne peuvent pas se permettre même de créer une association parce que là-bas, ils sont persécutés, ils ne sont pas acceptés, il y a même des lois contre eux. Mais la responsabilité de l'État est engagée par rapport à la législation. Ensuite, on a les religieux et les chefs traditionnels. Toutes les sociétés ont leurs valeurs morales et spirituelles. Normalement, ceux-là aussi ont leur part de responsabilité dans ce phénomène-là. Il y a aussi le fait que, d'une façon générale, si tout le monde voulait se mettre dans cette pratique, l'humanité serait menacée. Et parfois, je suis tentée de demander, bon, je n'en ai jamais rencontré, mais en tout cas, si moi je rencontre un homosexuel, je lui demanderais clairement si ses parents avaient été homosexuels, est-ce qu'ils seraient nés? Et où va l'humanité avec le cautionnement de cette pratique qui est contre nature? Bien, alors nous aurons très bientôt un débat autour de la question avec les organisations, disons, qui sont pour l'homosexualité en Côte d'Ivoire. Nous avons lancé la requête, nous attendons leur réponse pour participer à ce débat lors des prochaines émissions. Lancina Karamoko, vous, quel état de lieu faites-vous? Pulchéri Balé situe la responsabilité à plusieurs niveaux, responsabilité parentale, étatique, religieuse et également les chefs traditionnels qui ont leur rôle à jouer. J'ai rejoint Mme Pulchéri Balé sur ce qu'elle a dit. C'est pourquoi d'ailleurs la question qui est posée, qui indexe que la société civile et les membres du Conseil économique et social, je dirais que ce n'est pas comme ça qu'on devrait poser le débat. Parce qu'il n'y a pas que les conseillers ou la société civile qui constituent, n'est-ce pas, les différentes composantes de l'État. Mais bien évidemment, on veut comprendre également qu'est-ce que vous faites. On aura l'occasion d'en parler dans cette émission. Justement. Mais ce que je pourrais déjà dire, c'est que la situation devient très, très sérieuse. Elle est très préoccupante. Ça a existé depuis longtemps, avec, je dirais même dans les années 95. Vous vous souvenez, je ne citerai pas de nom, mais il y avait un ministre qu'on avait cité en son temps. Il y a des hommes des médias qu'on avait également cités, même des sportifs, avec des dirigeants des clubs phares. Je ne dirai pas le nom de l'équipe. Mais aujourd'hui, l'affaire a débordé comme l'eau qui a débordé le vase. Les gens ne se cachent plus. Ils veulent même qu'on les reconnaisse officiellement. Donc ça veut dire que la situation est partie de mal en pis. Il faut faire quelque chose pour arrêter parce que c'est contraire à notre culture. Et elle fait bien de dire que si le jour qu'elle croise un homosexuel, elle va lui demander, mais pour que toi tu existes, il a fallu que ton père et ta mère se mettent ensemble pour te donner la vie. Bien. Si aujourd'hui c'est les hommes ensemble, les femmes ensemble, mais c'est l'humanité qui va disparaître, peut-être dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans. Alors, est-ce que vous pensez que la législation ivoirienne est claire sur la question de l'homosexualité? La question fait couler beaucoup d'encre et puis beaucoup d'incompréhension au sein de la population. La législation ivoirienne n'interdit pas, mais elle ne protège pas non plus ceux qui s'adonnent à cette Elle est donc neutre sur la question. Récemment, il y a, je crois, un an ou un peu plus,
une nouvelle disposition avait été introduite, mais qui a été systématiquement rejetée par les députés. Parce que cette nouvelle disposition disait quoi? Excusez-moi que je regarde rapidement. Allez-y. Il avait été dit que il faut introduire dans ce projet de loi qui était arrivé sur la table des députés l'interdiction de la discrimination sur la base de l'orientation sexuelle dans le code pénal. Donc, ça allait venir, n'est-ce pas, si ça avait été accepté. Ça a été donc rejeté, c'est ça? Elle a été rejetée. Parce que, bon, les homosexuels, comme je l'ai dit, la loi ne leur interdit pas de faire cette pratique, mais ils sont l'objet de discrimination, de mauvais regards partout où ils se trouvent en Côte d'Ivoire. Et cette loi, si cette disposition avait été acceptée, ça dit que désormais, on ne devrait plus les regarder mal, comme on le dit. On ne devrait plus avoir de discrimination à leur égard, mais elle a été rejetée. Bien. Donc sur la question, il n'y a pas de loi qui l'interdit, mais il n'y a pas non plus de loi qui autorise. Donc la loi est muette sur la question. Puis Chéric Balé, la même question. Hein. Quelle lecture faites-vous des dispositions juridiques en vigueur en Côte d'Ivoire à ce sujet? Bon, on n'a pas encore eu de loi qui dise de façon ferme qu'on n'est pas d'accord avec cette pratique, mais dans les faits, on peut dire que c'est une pratique qui est acceptée, puisque les homosexuels ont des associations, ces associations ont des récépissés, ces récépissés sont délivrés par l'administration ivoirienne. Donc moi je pense que de façon indirecte, l'État soutient cela. Et vous, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez une loi qui est claire sur la question, pas d'homosexualité ou homosexualité? Personnellement, je les situe dans le cadre des pathologies. À partir du moment où une pratique n'est pas normale, elle est pathologique. Et quand quelque chose est pathologique, il y a de la compassion à manifester envers ces personnes qui ne sont pas dans le droit chemin. Donc on doit plutôt les aider à réaliser la dangerosité de leur pratique, les aider à redevenir normaux, mais on ne doit pas user de violence envers eux, parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes des organisations de défense des droits de l'homme. Et comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas tout le monde qui va librement dans cette pratique-là. Il y a beaucoup de choses. On n'en a pas parlé tout à l'heure parce qu'on ne voulait pas être très long, mais on sait très bien qu'à la tête même de nos États, on a des personnes qui ont des pratiques qui ne sont pas recommandables par rapport à leurs orientations spirituelles. Et on sait aussi qu'il y a des entreprises où il paraîtrait, je n'ai pas vu, mais ça se dit, où il paraîtrait qu'il y aurait des conditions pour entrer là-bas. Il faut se soumettre à ce genre de pratiques. Dans tous les cas, comme M. Karamoko l'a dit, ce n'est pas nouveau dans la société ivoirienne et c'est généralisé. C'est une pratique qui est dans tous les secteurs d'activité. Donc nous, on pense qu'il y a un besoin de sensibilisation énorme. Il faut faire une campagne énorme parce que nous, on est africains. Il y a des gens qui disent que dans les sociétés africaines, il y avait ça. C'est possible. C'est possible parce que de façon même, on va dire, naturelle, il y a toujours eu des personnes qui ne sont pas comme les autres. Ça a toujours existé. Bien. Donc, on peut comprendre qu'il y ait des hommes qui aient envie d'être des femmes, qu'il y ait des femmes qui aient... On voit ça, hein, des femmes qui s'habillent comme des hommes et tout. Après, parfois, ça finit là-bas. Donc, on ne va pas leur en vouloir pour ça, mais on doit les aider à guérir. Alors, vous, est-ce que vous estimez que les organisations de la société civile ont démissionné? Ce n'est pas évident une réponse négative avec vous, ainsi que le CESEC, le Conseil économique, social, environnemental et culturel. Bon, je peux parler pour la société civile. Je sais que d'abord, je ne pense pas qu'on ait démissionné. Hein. C'est un phénomène... On ne vous entend pas sur la question. On nous entend. Quand c'est la cherté de la vie, on vous entend. La vie est chère, la vie est chère. Non, homosexualité, savoir... soit vous êtes pour, soit vous êtes contre. On ne vous entend pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que les organisations de la société civile ont chacune leurs objectifs. Tout le monde ne peut pas parler de la même chose. Mais en tant que citoyen, on peut avoir notre avis sur quelque chose. Donc, on ne peut pas dire que la société civile a démissionné tout simplement parce que ces personnes-là ont des associations.
Ça aussi, c'est la société civile. Ces associations-là défendent leurs droits. Et il y a d'autres organisations des droits de l'homme qui défendent leurs droits. Maintenant, les organisations qui travaillent sur les mœurs décrivent cela. Tout ça, c'est la société civile. Même cette vague de protestations qu'il y a eu sur la toile récemment, tout ça, c'est la société civile, c'est des citoyens qui s'expriment sur la question. Mais on parle ici des organisations formellement constituées qui montent au créneau. Elles s'expriment, mais tout le monde ne suit pas tout le monde, donc peut-être que ça ne se voit pas. Mais déjà, ceux même qui s'expriment sur la toile, là, c'est la société civile. Bien, alors, Lansana Karamoko, lorsque une nation fait face à ce genre de situation, est-ce que le Conseil économique et social mène des actions dans ce sens-là? Il faut comprendre déjà le fonctionnement du Conseil économique et social. Allez-y, c'est l'occasion parce que les Ivoiriens se posent beaucoup de questions sur cette institution. On se dit que c'est budgétivore, qu'est-ce qu'ils font réellement dans cette institution? Allez-y. C'est une institution de la République. C'est une chambre consultative, contrairement au Parlement, qui sont des chambres où on vote les lois, mais au Conseil économique, social, environnemental et culturel, qui est une chambre consultative, nous avons pour mission de donner des avis sur des projets de loi, d'ordonnance ou des décrets à caractère économique, social, environnemental et culturel, qui nous sont soumis. Parce qu'on donne des conseils. On peut être saisi par le président de la République, ou par le Parlement sur des questions à caractère, comme je l'ai dit, économique, social, environnemental et culturel. Une fois que nous sommes saisis, le bureau du CESEC instruit le dossier qu'il envoie aux commissions thématiques. Parce qu'on a 5 commissions, je crois, au CESEC, et chaque commission a un rôle particulier. Et c'est seulement en ce moment que les commissions se mettent au travail et puis ils préparent le projet de loi, le projet d'avis. C'est un avis qu'on doit transmettre plus tard au président de la République. Il prépare le projet d'avis et puis ce projet d'avis est envoyé dans les autres commissions pour observation contradictoire avant que ça n'arrive en plénière pour des amendements et le vote, l'adoption. Une fois adopté, l'avis est donc rédigé en fonction de ce que tous les conseillers auront décidé et cet avis est transmis au président de la République ou au président du Parlement, si c'est le Sénat ou bien l'Assemblée nationale, pour en faire l'usage escompté parce qu'ils nous ont saisis pour la question. Mais on peut aussi s'auto-saisir. Mais sur la question précise de l'homosexualité, le Conseil économique ne s'est pas encore auto-saisi. Pourquoi? Mais parce que c'est un fait de société, et comme tous les faits de société, et je ne saurais vous le dire parce que je ne suis pas sur le plateau au nom du Conseil économique et social, je ne suis pas mandaté, mais en tant que conseiller, je ne me dérobe pas, n'est-ce pas, aux questions que vous me posez. Mais aujourd'hui, des imams, Mme Picheri-Balé l'a dit, des imams dans des sermons à la mosquée en parlent, ça c'est la société civile, n'est-ce pas? Tous ceux qui en parlent sur les réseaux sociaux, qui dénoncent, etc., tout ça, là, ça fait partie de la société civile. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit, la question a débordé et aujourd'hui est devenue, je dirais, un fait national qui dérange tout le monde. Peut-être qu'en ce moment, si nous ne sommes pas saisis, parce que nous devrons logiquement être saisis, alors en ce moment-là, nous allons certainement traiter la question. Puis c'est notre deuxième session ordinaire de l'année s'ouvre le 12 septembre, donc d'ici le jeudi prochain. Bien, puis je voulais réagir sur cette question-là. Bon, moi je pense que, bon, il a donné les attributions du Conseil économique et social. On ne va pas leur demander ce qui n'est pas dans leurs prérogatives. Donc... Bien. Alors vous, organisation de la société civile, hein, vous personnellement, à travers votre organisation, qu'est-ce que vous préparez à ce sujet-là? On ne prépare rien du tout parce qu'on a Vous défendez les droits de l'homme. Oui. Ils ont les droits, ces personnes-là. Je n'encourage pas ce phénomène, mais ils ont leurs droits également. Ils ont leurs droits et il y a des organisations qui les défendent. C'est très bien que vous ayez l'intention d'inviter sur ce plateau certains qui les défendent et certains qui sont contre. Mais nous, on a des priorités autre que ces questions-là. On est concentré sur la paix, on est concentré sur la démocratie, parce que c'est ça qui garantit la stabilité de notre société. On laisse aux autres ce sujet-là. Bien, et que feriez-vous si les députés ne réagissent pas à ce sujet-là, l'Assemblée nationale?
Parce que beaucoup d'Ivoiriens veulent une loi, que la constitution, disons la législation ivoirienne soit plus claire sur la question. Soit on accepte l'homosexualité, soit elle est refusée. Bon, si on avait de bons députés, on n'en serait pas là dans tous les cas, parce que le rôle du député, c'est d'être à l'écoute du peuple qu'il est censé représenter et de proposer des projets de loi dans ce sens. Et depuis que cette vague a commencé, on n'a pas entendu un seul député prendre cette initiative. Donc, je pense qu'il faut qu'on les interpelle effectivement sur leurs responsabilités par rapport à l'assainissement de la vie morale de la société. Bien, Lansina Karamoko, comment se fait dans ce cas de figure la collaboration entre le CESEC, sinon les CESEC, et puis les députés? Oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure dans mon développement. Nous pouvons être saisis par le Parlement, donc le président de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire le bureau de l'Assemblée nationale, peut saisir le CESEC afin de réfléchir sur la question. Parce que n'oublions pas qu'à notre sein, nous sommes 120 conseillers, y compris le président. À notre sein, il y a les personnalités de tous les secteurs d'activité. Récemment, paix à son âme, je crois que la présidente des femmes du marché Gouro faisait partie du CESEC. On a des footballeurs dedans, donc des sportifs dedans, il y a des médecins dedans, il y a des sociologues des au CESEC, il y a des artistes, n'est-ce pas, à Salfo, ils sont membres du CESEC. Donc, une fois que nous sommes saisis, la commission compétente se réunit pour traiter la question. Mais comme je l'ai dit, nous pouvons également nous auto-saisir. Mais Mme Picheri-Balé l'a dit tout à l'heure, on n'y a pas parlé, c'est un fait de société. De toutes les façons, il y a des structures qui sont en place pour ça. Il y a le ministère de la Famille, etc., qui devrait peut-être en parler. Il y a le ministère de la Jeunesse, parce que les jeunes sont concernés, qui devrait en parler. Mais nous, même le ministère de la Santé. Même le ministère de la Santé également, il devrait en parler. Maintenant, nous, au Conseil économique, on s'est plutôt penché sur beaucoup de questions, l'autosuffisance alimentaire, la biodiversité, la protection de la nature. Nous recevons, puis les étages, les immeubles qui s'écroulent au quotidien à Abidjan, les accidents qui n'arrêtent pas de grimper. Ce sont des questions pour lesquelles nous invitons à une tribune qu'on appelle les grandes rencontres du CESEC, les différents ministres en charge de ces différents départements. Ils viennent nous expliquer comment les choses se passent. Et puis, en ce moment-là, nous émettons un avis pour dire au président de la République, peut-être que vous ne nous avez pas saisis, mais au vu, n'est-ce pas, de ce qui se passe, voilà ce que nous, on vous donne comme avis, comme conseil, pour que, n'est-ce pas, les choses puissent être mieux orientées. Maintenant, peut-être on peut y penser parce que c'est pour s'auto-saisir, il faut qu'il y ait vraiment urgence. Bon, je pense qu'aujourd'hui... Il n'y a pas urgence. Non, il dit ce qu'il dit là. Il dit pour s'auto-saisir, il faut qu'il y ait urgence. Mais maintenant, nous constatons aujourd'hui qu'il y a urgence. Qu'il y a urgence, que tout le monde en parle. Et vous êtes contre l'homosexualité, c'est ça? Ah oui. Alors, mais pourquoi vous attachez aux valeurs culturelles et religieuses et vous qui sont contre d'ailleurs l'homosexualité, vous ne prenez pas l'initiative en tant que conseiller économique et social pour pouvoir régler cette question-là, faire des propositions? Parce qu'on a fini. Mais c'est vrai que attendons qu'on fasse notre rentrée. Et puis vous verrez que sur le terrain, on va se déployer. Moi, j'ai déjà pris beaucoup d'initiatives contre la qualité de vie des jeunes, l'utilisation de la drogue, l'orpaillage illégal. J'ai déjà fait plusieurs sorties dans ce sens. Aujourd'hui, on se projette de parler, n'est-ce pas, de la question du chômage des jeunes, de l'Ivoirien nouveau. Dans peu de temps, nous allons en parler. Et il y a tout un projet qui sont là, mais aujourd'hui, je pense que cette question qui est cruciale devient une priorité pour tous ceux qui veulent vraiment que nous laissons un pays qui se porte mieux déjà de notre vivant et qui se porterait mieux après nous. Bien. La question de l'homosexualité, les positions doivent être très claires. Soit on l'accepte, soit on la rejette complètement, comme dans un pays voisin, notamment le Sénégal. Bien, puis Picheri-Balé, est-ce que les organisations religieuses font partie des organisations de la société civile? Oui, absolument. Vous pensez que ces organisations-là n'ont pas démissionné également face à la question? Bon, les religieux ici en Côte d'Ivoire, en général, n'ont pas le courage de leurs opinions. Sur la question, on a vu, je crois,
le bishop Guy Vincent Kodia a se prononcé clairement. Il y a un imam aussi qui l'a fait, oui, j'oublie son nom. Parmi les imams qui l'ont fait, deux de ces imams n'appartiennent pas aux organisations que vous connaissez. N'appartiennent à aucune organisation. C'est à leur titre personnel. Oui, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les églises, toutes les organisations cultuelles font partie de la société civile. Tout ce qui n'est pas gouvernemental, là, c'est société civile. Du coup, les églises... Mais là, nous parlons des organisations. Oui, une église est une organisation, c'est une association qui est déclarée comme toutes les organisations de la société civile. Donc, toutes les églises, toutes les mosquées sont de la société civile. Et je dis que peut-être que, bon, comme nous, on ne va pas dans leur culte. Quand on voit le nombre de réactions, non, c'est pas tout le monde quand qui même aime minime. s'étaler sur la place publique. Je suppose que dans les églises, on suit l'actualité et que les guides spirituels parlent à leurs fidèles. Mais il serait bien quand même, comme il y a des fêtières, il y a des grandes organisations qui sont très reconnues. Il serait bien qu'elles se prononcent parce que ça peut influencer le débat. Nos hommes politiques, là, ils sont dans une religion ou dans une autre. Donc ce serait bien que les guides religieux se prononcent. C'est pour ça que je dis qu'ils n'ont pas le courage de leurs opinions. Bien, manque de courage de la part des guides religieux pour terminer. Le COSIM a déjà abordé la question. Mais il faut qu'ils aillent plus loin, comme l'a dit Mme Piché. Est-ce que ce n'est pas une ancienne vidéo de l'actuel président du COSIM? Non, peut-être même que c'était l'ancien président, même, Boakari Fofana, qui déjà en a parlé. Parce que, vous savez, dans la région musulmane, il y avait un peuple qu'on appelle Sodome, qui a été complètement anéanti et rayé de la carte par le Seigneur, parce qu'il s'adonnait à cette pratique. Alors que l'homme et la femme ont été créés pour procréer. Maintenant, s'ils s'adonnent. Donc, ce peuple-là, qu'on appelle Sodome, si je ne sais plus quelle sourate, quel verset, allez-y voir, vous allez voir que c'est interdit. Donc, le COSIM, donc nos guides religieux musulmans ont donc l'obligation d'en parler. Ils en ont parlé. Mais maintenant, au vu de l'ampleur que cela est en train de prendre, parce que les gens ne s'en cachent plus, dans les rues, ils marchent comme... Moi, j'ai vu sur un plateau de télévision que je ne citerai pas. On va aller rapidement. Un monsieur qui était là, et puis bon, il parle comme une femme. Et puis, il y avait un autre invité qui lui a dit, mais vous semblez vous comporter comme un féministe. Il a dit, non, c'est pas que je fasse comme un féministe, je suis féministe. Donc, ça veut dire que les gens ne s'en cachent plus. Bien. Et donc, aujourd'hui, c'est devenu sérieux, ça peut influencer nos enfants qui sont sur les réseaux sociaux. Et on a vu le président français sur une vidéo, je ne sais pas si vous l'avez vu, bon, qui allait même dans une école maternelle, il dit c'est pas une école primaire maternelle, pour aller parler, n'est-ce pas, du mérite, n'est-ce pas, des avantages de cette pratique. Et la seule personne qui a réagi, ça a été une fille africaine. Peut-être qu'elle est française, mais d'origine africaine quand même. Merci Lansina Karamoko, merci Plucherik Balé. Fin de la seconde partie de l'émission. Place à nos rubriques habituelles. La première rubrique qui suit, c'est bien sûr le carton rouge. Bien, carton rouge, la rubrique dans laquelle nos invités et consultants font des coups de gueule sur des sujets. Lansina Karamoko pour le premier carton rouge de cette dernière émission de la semaine. Merci beaucoup. Mon carton rouge s'adresse au ministre-gouverneur et je dirais au syndicat, tout ce qui s'occupe, n'est-ce pas, de la route. Les motos à Abidjan sont devenues un vrai souci. Déjà, je voudrais dire merci parce que sur ce même plateau, on avait dit qu'il y a un rond-point à la morgue d'Anyama où les motocyclistes étaient tués tous les jours parce qu'il faisait noir. Aujourd'hui, Dieu merci, Côte d'Ivoire Énergie a compris qu'il faut éclairer le coin et la voie est en voie d'éclairage et c'est tant mieux, donc il faut que je leur dise merci. Maintenant, les motocyclistes roulent sans casque. Ils sont parfois 2-3 sur une seule petite moto. Et c'est tous les jours qu'ils font des accidents, soit ils sont tués ou ils provoquent des accidents. Il faut que le ministre-gouverneur, puisqu'il est en train de mettre de l'ordre partout, se penche sur cette question, afin que les conducteurs de ces motos-là puissent, n'est-ce pas, avoir leur permis. Parce que quand tu as le permis de conduire, c'est pas permis de conduire pour véhicule, mais permis de conduire pour une moto, tu connais au moins les règles élémentaires
du code de la route. Ils sortent de droite, de gauche, ils se faufilent et ils sont renversés au quotidien. Je crois qu'on devrait plutôt s'attarder sur ces questions. Et donc, ce n'est pas un carton rouge en tant que tel, mais je voudrais interpeller le ministre-gouverneur pour qu'il se penche sur cette question. S'il a estimé que les mendiants doivent disparaître, n'est-ce pas, de nos routes, également, il faut qu'il se penche sur cette question des motocyclistes. Et ça, également, le carton rouge va également à la police parce qu'ils peuvent garer dans un point donné, ils vont remplir leur cargo de motos. Quand ils font un tour, il n'y a plus une seule moto dans le cargo. Parce qu'entre-temps, ils ont pris de l'argent avec puis ils s'en vont. Donc c'est devenu un jeu entre les motocyclistes et les forces de l'ordre. Et ce n'est pas bon pour l'image de la Côte d'Ivoire. Merci Lancina Karamoko, puis Chéri Balé, réaction sur ce carton rouge. Oui, c'est un bon carton rouge. Je ne sais pas pourquoi il dit que ce n'est pas carton rouge en tant que tel. Moi, je le transforme en carton rouge. Oui. Parce qu'effectivement, le district prétend lutter contre le désordre urbain. Oui. Et ça relève vraiment du désordre. Même tout à l'heure, quand on venait, il y a 2 motos qui se sont cognées en 2 voitures, puisque chacun cherchait à se faufiler et puis truc. Donc, moi, je pense qu'il faut valoriser les bonnes pratiques. Au Mali, il y a des couloirs pour les motos. Les motos ne roulent pas sur les mêmes voies que, en tout cas sur les grandes artères, les motos ne roulent pas sur les mêmes voies que les véhicules. Donc je pense qu'il y a quelque chose à faire de ce côté-là pour rétablir l'ordre. Bien, votre carton rouge. Bon, mon carton rouge va au même district là, parce qu'on parle, mais les choses ne changent pas. Le district est une structure étatique et malheureusement, elle ne se gêne pas pour faire honte à l'État lui-même. Le district ruse avec les populations. Ils ont publié le 22 février 2024, une liste de 176 sites à détruire. Quand ils ont commencé à GESCO et qu'il y a eu les contestations, au Conseil des ministres du 13 mars 2024, ils ont annoncé que ce serait maintenant une trentaine de sites. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas la liste de cette trentaine de sites et le gouverneur lui-même, sans aucune honte, s'implique dans les déguerpissements. Il va sur le terrain, il trompe les populations à Zo Village. Il arrive, on demande si c'est pour casser, il dit non, dès qu'il tourne le dos, on casse. Bon, ça c'est un. Deuxièmement, les mesures qu'eux-mêmes ils ont prises, jusqu'à aujourd'hui, ils ne les ont pas appliquées et la rentrée scolaire arrive. En pleine rentrée scolaire, ils sont encore allés casser à GESCO. Après avoir donné 3 jours aux gens, les 3 jours prenaient fin dimanche, donc c'est lundi passé qu'on devait casser, le vendredi, ils surprennent. Je ne sais pas quelle est cette façon de gouverner où on ment, où on ruse avec les populations, où on détruit la vie des familles, alors qu'on est censé lutter contre la pauvreté. La ministre de la Solidarité aussi, elle fait ses dimanches de la solidarité, elle n'arrive jamais chez les déguerpis, alors que c'est le gouvernement lui-même qui les a rendus pauvres. Donc, il y a vraiment un problème d'éthique. Le comble, c'est que ces déguerpis-là sont persécutés. Comment, après avoir trompé les populations, en leur disant qu'on vient lundi, on vient casser vendredi et dimanche, au lieu de se reposer avec sa famille, le ministre-gouverneur lui-même s'en va sur le site pour chasser encore ceux qui sont dans les décombres et brûler leurs effets. Franchement, il y a un problème. Il y a un problème. Il faut que les gouvernants apprennent à respecter les citoyens et à travailler selon les normes, selon les procédures. Et tout à l'heure, quand M. Karamoko parlait, il a parlé de Côte d'Ivoire Énergie. Ça m'a rappelé qu'eux aussi, ils font ça. L'électrification ne leur donne pas le droit d'aller détruire les cultures des gens sans les indemniser. Et il y a des populations qui attendent depuis des années, elles ont été recensées, tout a été évalué, on ne les paye pas. Et quand on écrit à Côte d'Ivoire Énergie, ils ne répondent pas. Donc franchement, il faut revoir tout ça. Bien, Lancina Karamoko, réaction, question sur ces cartons rouges. Bon, je n'ai pas de réaction particulière, sauf que j'ai dit ici la dernière fois que, puisque tout le monde se plaint de la façon dont les déguerpissements se font, est-ce qu'il ne serait pas bon de marquer un temps d'arrêt afin d'inviter tout le monde à la table et puis à partir de là maintenant reprendre les choses. Parce que c'est aujourd'hui que moi j'apprends que des 176 sites identifiés, on nous ramène aujourd'hui à 30.
mais quelles sont les raisons qui ont sous-tendu que les autres sites-là ne soient plus sur cette liste? Il y a un déficit de communication. Il faut faire les choses de façon transparente. Quand on dit on arrive lundi, on vient vraiment lundi. On ne peut pas dire qu'on vient lundi et puis samedi ou vendredi, on est là et puis surprend tout le monde. Il y a une communication qu'il faut faire et je crois qu'il faut corriger ça parce que le but, c'est de rendre heureuses les populations et non les attrister. Bien, fin du carton rouge, nous sommes dans la dernière rubrique, la rubrique des chiffres, le chiffre du jour. Le chiffre du jour, c'est 62. C'est lié au sport. Vous ne voyez pas. Alors, triste nouvelle, la grande faucheuse s'est une fois de plus infiltrée dans la sphère footballistique ivoirienne. L'ex-premier vice-président du comité exécutif de la Fédération ivoirienne de football, Sori Diabaté, est décédé ce jeudi 5 septembre 2024 à Abidjan à l'âge de 62 ans. Sori Diabaté a tiré sa révérence en laissant derrière lui un héritage marqué par son engagement sans faille au service du football ivoirien et des actions indélébiles qui impacteront plusieurs générations à venir. Lassana Karamoko, réaction sur cette triste nouvelle? Oui, effectivement, c'est une triste nouvelle. Je connaissais plus ou moins Sori Diabaté, un garçon affable, quelqu'un qui est très attachant. Et bon, on sait qu'il était candidat aux dernières élections du président de la Fédération ivoirienne de football. On sait comment il s'était engagé. Je l'ai vu à Cocody, à la rue Le Pic, il avait son QG là-bas. Je l'ai même taquiné. Il dit, bon, tu vas gagner. C'était un garçon qui était toujours souriant, jamais fâché. Et puis, bon, voilà, comme c'est chacun son destin, il est parti, c'est triste. Et je crois que sa mort ne doit pas passer sous silence. Il faut vraiment faire en sorte qu'il soit honoré. Malheureusement, nous, chez nous ici, c'est à titre posthume. Il serait bien quand des personnalités comme ça là, ont tout donné dans le domaine qu'ils ont choisi à la nation. Il faut à titre costume les décorer. Mais bon, l'impossible n'étant tenu, on est face à la réalité, il faut l'honorer d'une façon ou d'une autre. Bien, plus Chéric Balé, réaction sur cette triste nouvelle. Sori Diabaté décédé à 62 ans. Ouais, 62 ans, c'est quand même jeune. Hein, parce que plus on avance dans l'âge, plus on recule. Oui, c'est vraiment une triste nouvelle. Personnellement, je n'ai pas suivi sa carrière. Donc, je tiens à présenter mes condoléances à tous ceux qui l'ont connu. Merci, madame, monsieur. C'est la fin de cette émission. Merci, plus Chéric Balé. Rendez-vous lundi prochain. Lassana Karamoko, merci à vous également d'être toujours disponible pour Reflet TV. C'est un rendez-vous très bientôt. Très bientôt. Voilà. Chers téléspectateurs, portez-vous bien. Rediffusion de cette émission demain vendredi à partir de 10h18. Et également, cette émission est à retrouver sur nos pages Facebook, YouTube, Reflet TV. Rendez-vous lundi pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien. En tout cas, bonne fin de semaine à vous. Que Dieu veille sur vous et sur la Côte d'Ivoire. Portez-vous bien. Bonsoir.